Salut salut! Alors ça y est, on a enfin réussi à lire la trilogie des Shadow and Bones ou la trilogie Grisha et la duologie des Six of Crows et on est enfin prête pour la série qui sort en avril. Donc ça, je suis super contente. Donc, je voulais juste vous faire une petite vidéo tranquille. C'est toujours une petite vidéo tranquille avec moi. Où je vous disais un petit peu ce que j'ai pensé de Crooked Kingdom, se remettre un petit peu à jour par rapport à la série et qu'est-ce que je pense qui va se passer justement oui dans la série. Crooked Kingdom, j'ai essayé de l'emprunter à la bibliothèque, mais je n'ai pas réussi parce qu'il y a quelqu'un qui l'a emprunté et qui ne l'a toujours pas rendu. Donc j'ai dû lire sur ma liseuse, ce qui n'était pas très drôle. Je préfère lire comme ça en vrai, mais bon. Crooked Kingdom, c'était super. J'ai trouvé qu'il y avait un changement de vitesse un peu narrative, surtout du fait que dans le bouquin original donc des Six of Crows, il y a quelques passages où effectivement donc on apprend un petit peu à connaître les personnages, ils vont commettre des petits crimes, ils vont faire des petites choses, mais tout va être surtout une montée entre guillemets en puissance jusqu'au braquage final où ils vont rentrer dans le palais de glace et voilà, c'est plutôt, j'ai trouvé une progression, donc toutes les petites choses qui se passent avant sont pour pouvoir arriver à ce gros truc là et pour nous faire nous rendre compte nous en tant que lecteurs que voilà, c'était une progression, qu'ils vont certainement y arriver, qu'ils ont certainement le talent pour, mais voilà, c'était une grande question. Maintenant, pour le Crooked Kingdom, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus le jeu du chat et de la souris. C'est un petit peu plus Tom et Jerry, dans le sens où, voilà, il y en a qui se font kidnapper, il faut qu'ils se font un petit peu doubler par le méchant, donc il faut vite qu'ils rattrapent la chose, il faut qu'ils arrivent à se faire payer et à trouver l'argent qui leur était dû, mais en même temps, ils essaient de kidnapper des gens, et enfin, c'est un petit peu le bazar, quoi. Ils montent des plans, ça tombe un peu à l'eau, c'est un petit peu plus désespéré, en fait. Du coup, en termes de rythme de narration, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus saccadé. Maintenant, ça m'a toujours tenu en haleine. J'ai pleuré comme une grosse madeleine pendant toute la fin du truc. Je me suis vraiment attachée au personnage et ça, c'est vraiment agréable en fait de finir un livre en beauté où on s'est attaché tellement fort au personnage qu'on en a les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment agréable et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai trouvé que chaque personnage avait une résolution d'arc et que chaque personnage avait possibilité de grandir plus tard ou que l'histoire s'arrête finalement. Et c'était plutôt agréable. Enfin, je vais vous donner un exemple, donc ça va être un peu du spoil. Si vous voulez pas entendre, allez un petit peu plus tard. Mais j'ai adoré l'arc de rédemption de Kaz. C'est sûr et certain. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé ça terrible, des gens qui ont trouvé ça peut-être même prévisible en fait. Mais moi j'ai trouvé ça, je trouvais que ça collait très très bien. Donc il a la confrontation finale avec Pekka, qui est son antagoniste en fait principal finalement. En fait, il lui dit qu'il a kidnappé son petit garçon, l'héritier de son royaume, de son trône, et qu'il l'a enterré vivant dans un champ et qu'il est en train de pleurer maintenant et qu'il faut qu'il aille le récupérer. Donc, ce qui est quand même une scène hyper graphique, hein, c'est un petit peu Bardugo dans toute sa splendeur, on va dire. Donc il lui fait du chantage, je te dirai pas où est ton fils, il faut que tu... Voilà, il fait une certaine résolution, sa vengeance est complètement accomplie. Et quand il l'envoie donc en chemin, on se rend compte, donc évidemment il dit à Inej, bien sûr que non, j'ai pas enterré son fils vivant, c'était un bluff total. Et j'ai trouvé ça vraiment... bien fait parce que finalement on se rend compte que le Casebreaker qui a une réputation terrible a grandi au fil de ces deux bouquins, que son affection pour Inej et son amitié avec le gang l'a transformé un peu, qu'il a mûri en fait, qu'il arrivait à sortir un petit peu de sa vengeance et qu'il a réussi à la transformer en quelque chose de beaucoup plus intelligent finalement, parce qu'il envoie Pekka donc s'occuper de son fils et c'est terrible ce qu'il lui dit, mais au lieu de tuer son descendant au risque qu'il se passe la même chose qui s'est passé avec Van Heyck, c'est-à-dire que Pekka se refasse un héritier finalement, là Breaker donc l'envoie chercher son héritier, mais il casse son empire assez fort et détruit son empire complètement au point où avoir un héritier finalement ça sert plus à rien puisqu'il a plus d'empire à donner, quoi. Et c'est ça c'est exactement ça qu'il voulait depuis le début en fait, Kaz. Il voulait pas juste tuer Pekka ou tuer un membre de sa famille ou le faire souffrir comme ça, non, ce qu'il voulait c'est vraiment le détruire brique par brique. Et ça j'ai trouvé ça très très important et justement voilà, avoir vraiment tué ce gamin là, ça aurait pas servi vraiment à la narration. Je pense qu'il aurait juste ça aurait été un personnage qui serait resté là où il a commencé en fait. Il y aurait pas eu de progression et ça aurait été dommage. Et son amour pour Inej et sa dévotion pour elle et son envie de changer pour elle est vraiment marqué dans ce passage-là en fait. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très important. Donc ouais, mais ça il y en a plein des passages comme ça dans ce livre où voilà, les personnages ont grandi, ils ont appris certaines choses, ils veulent des vies différentes que quand on a commencé les bouquins et ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Moi j'ai trouvé que l'écriture de Bardugo est de plus en plus bonne. J'ai vraiment pris un plaisir incroyable à lire ces bouquins-là, donc j'ai trouvé ça vraiment super. Donc maintenant si on parle en termes de la série, alors il y a beaucoup de booktubers qui ont fait beaucoup de spéculations
spéculation, donc je vais vous apprendre rien. Je sais que les showrunners ont dit que la raison pour laquelle on n'avait pas vu beaucoup des Crows pendant le trailer, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes en fait où il y a beaucoup de spoil et que du coup ça allait être un petit peu compliqué de les montrer sans spoiler finalement les spectateurs. Donc ils nous ont juste donné des petits morceaux comme ça, des petits nuggets des Crows pour qu'on puisse quand même avoir ce qu'on veut, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de nous donner autant qu'on aurait voulu. Et je pense que ça du coup ça a plusieurs indices. Alors il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de gens disent que la première saison va servir à utiliser les flashbacks qu'on a tout au long des bouquins pour nous expliquer un petit peu le background de nos personnages des Crows et pour pouvoir les inculquer un peu dans cette histoire pour qu'à la fin de la saison, ils commencent vraiment leur boulot, notamment donc aller chercher Kowei dans le palais de glace à Fjerda et que du coup en parallèle dans la partie Shadow and Bones avec Alina, qu'on s'occupe de la progression du début, c'est-à-dire voilà la découverte de ses pouvoirs, la rencontre avec le Darkling, un petit peu les enjeux narratifs qui sont placés dans la série pour pouvoir les lier. Alors après, il y a aussi le fait que beaucoup de gens ont dit que, évidemment, les Shadow and Bones, cette trilogie-là a été écrite pour que dans la narration, ce soit 2 ans avant les Six of Crows. Donc il y a énormément de passages où ça va un petit peu coincer. Alina est censée être morte, donc les gens pensent que c'est juste un martyr en fait, et qu'elle n'existe plus. Donc on la voit pas dans les Six of Crows, bien entendu. Mais il y a plein de petites références comme ça où du coup, c'est un petit peu plus difficile de les mettre en parallèle puisqu'il va falloir changer quelques trucs. Énormément de gens ont pensé que les Crows, au lieu de rentrer dans Fjerda allait aller plus vers Ravka pour l'histoire de Kowei et du Jorda Parem et que justement toute cette histoire de aller le récupérer dans un château ou aller le récupérer dans une prison, ça allait se passer à Ravka pour pouvoir avoir les 2 timelines de la trilogie et de la duologie qui se croisent. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va pas faire perdre un petit peu son essence aux Six of Crows? Est-ce qu'ils vont vouloir essayer de tricoter un petit peu de cette histoire ensemble et du coup voilà perdre certains sens? Il y a beaucoup de personnages principaux du coup maintenant qu'on a gélifié 2 histoires ensemble, donc ça va être difficile parce qu'il faut laisser beaucoup de place à tout le monde en fait. Il y a beaucoup de gros personnages et ça va être un petit peu compliqué. En termes de la première saison, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire cette histoire de background et d'un peu de flashback et de laisser un petit peu de place à Shadow and Bone pour voilà installer ses enjeux. Maintenant pour le reste de la série, c'est un petit peu une question. Évidemment, je pense que les script éditeurs et tous les gens qui bossent dans le développement de l'histoire finalement pour la série, énormément d'entre eux, j'imagine, ont lu les bouquins, soit bien avant disons en tant que fan, soit des lecteurs juste au pied levé pour travailler sur la série. Moi, j'ai toujours voulu avoir un très grand respect pour les histoires et surtout en termes d'adaptation. C'est toujours une recherche en fait dans notre métier d'être fidèle autant que faire se peut à l'histoire d'un bouquin et de le transcrire à l'écran finalement, mais d'avoir vraiment l'essence de l'histoire capturée et pas perdre des éléments qui pourraient être vraiment clés à une histoire. Et c'est là où toute la question se pose parce qu'il y a énormément de séries en ce moment qui soit sont excellentes comme Bridgerton où c'est assez fidèle au truc, ils ont enlevé les trucs qui craignaient un peu, ils ont refaçonné l'histoire un petit peu à leur sauce mais pour que ça colle et que ça plaise à tout le monde, ou ils ont fait un peu des cochonneries comme avec Fate the Winged Saga qui a vraiment énervé beaucoup de gens et moi ça m'a un peu saoulé aussi. Je compte faire une vidéo quand la série sortira sur ce que moi j'ai pensé, surtout avec mon regard finalement de développement. Mais en tout cas voilà, c'était un petit peu une espèce de voilà où on en est, on a lu tous ces trucs là, voilà ce que j'en ai pensé. J'ai adoré les Six of Crows, j'ai trouvé que les Shadow and Bone étaient un petit peu moins bons en termes d'écriture. Après c'était les premiers romans on va dire de Bardugo, ce qui fait qu'on voit vraiment une progression dans l'écriture. Puis voilà. Après être publiée quelques fois, elle a beaucoup plus d'aide. J'imagine qu'il y a beaucoup plus d'éditeurs qui font beaucoup plus attention à l'histoire, donc il y a beaucoup plus de travail en amont finalement sur ces bouquins-là, et ça se ressent. Mais moi j'ai adoré. Je vais certainement me les acheter pour compléter ma collection et certainement faire des relectures plus tard. Donc c'était vraiment très intéressant et ça valait vraiment la peine de les lire. Et j'attends la série avec impatience. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour certainement parler un petit peu de Mistborn parce que là je suis en train de lire la fin du 3e bouquin. Donc vous allez droit à avoir un petit peu de ça. Et en termes de Bardugo, on va se retrouver quand la série sortira quoi. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!